Olivier Lévy, président de Lévy Capital Partners, qui est avec nous par visio. Bonjour Olivier. Bonjour Antoine. Et Léa Lejeune de Plan Cash, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la première question, pour tout vous dire, c'est une question d'auditeur qui m'a été posée sur Twitter, sur X. Elle en dit long sur le climat d'investissement en ce moment. En gros, voilà, le vote du budget de la sécurité sociale a eu lieu. Ça ne s'est pas fait sans mal, mais on a validé toutes les mesures qui ont été décidées en matière de financement, et notamment la hausse de la CSG dans l'optique patrimoniale. Et cet auditeur nous demande, du coup, est-ce que ça déclenche de fait un arbitrage de ma part autour de qu'est-ce qui est le plus avantageux, le PEA, l'assurance vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends le vote du budget général? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil, Léa Lejeune? Honnêtement, ce qui est important quand on investit en bourse, c'est de savoir dans quoi on investit, quelles actions on choisit, quelles entreprises on soutient, quels marchés sont porteurs à l'heure actuelle. Et c'est pas du tout les petites bisbilles de fiscalité. C'est une question qui revient beaucoup en ce moment, aussi chez les investisseurs immobiliers. Est-ce qu'on doit se lancer maintenant ou est-ce qu'on doit attendre un peu plus? La réponse est non. On n'attend pas. On fait ses choix de son côté qui nous permettent d'investir. Si on prend le PEA, on sait qu'on le choisit en partie pour investir dans les entreprises françaises et européennes, puisque l'avantage fiscal va là-dessus. Si on a choisi d'investir dans le compte titre, c'est qu'on cherche à aller chercher des marchés américains ou des marchés asiatiques émergents. Voilà, je crois que c'est ça qui importe le plus. Et n'oublions pas quand même que même s'il y a une hausse de la CSG, donc une hausse de la flat tax, excusez-moi, sur le PEA notamment ou sur l'assurance vie, en fait, pour tous les administrés qui ne sont pas assujettis aux 30% d'imposition, on peut faire une déclaration. C'est un peu compliqué, mais on l'explique sur Plan Cash, sur Instagram et dans la newsletter, une déclaration pour faire baisser la fiscalité sur les impôts sur le capital. On reparlera des arbitrages fiscaux de toute manière. Olivier Lévy, vous êtes d'accord? C'est pas le moment d'arbitrer après cette décision? Il n'y a pas de mesure d'urgence à prendre à ce niveau-là? On évite la panique? Non, pour le moment, il n'y a pas de panique. Loin de là, on est au tout début, Antoine, d'une séquence qui va durer longtemps. Les impôts vont augmenter sensiblement, on le sait tous. Donc les véhicules, que ce soit le PEA ou le contrat d'assurance vie, continuent à garder tout leur intérêt dans une allocation patrimoniale parce que en leur sein ont des avantages et de succession et fiscalement plus intéressants. Donc, je crois que je rejoins Léa sur le fait que l'intérêt de la chose, c'est de les conserver et peut-être de toujours avoir un œil avisé sur ce qu'on y loge, surtout à l'intérieur, dans cette configuration où, vous l'avez mentionné tout à l'heure, les taux longs augmentent et il y a une polarité dans le marché entre les actions et un peu moins cher, patrimonial de l'eau. Très bien. On a loupé la fin de votre phrase, mais enfin, on a compris le sens de votre intervention. Olivier, donc, réponse à cet auditeur qui a effacé son tweet, du coup, je ne peux pas donner son nom, mais qui nous posait cette question. Évidemment, une question intéressante quand on clique et quand est votée une mesure de hausse de la CSG, on peut toujours se poser la question. C'est intéressant. Donc, pas de panique. Et surtout, optique globale. On regarde tous les investissements. Ensuite, on arbitre et on fait toujours confiance à son conseiller financier. Léa Lejeune, juste un petit mot. Tiens, il y a une actu d'entreprise qui m'intéresse beaucoup, qui concerne Unilever, qui est le roi des lessives, mais aussi des glaces, mais qui a décidé de mettre ses glaces à part, de les scinder et de mettre son pôle Magnum, qui contient les marques Magnum, Cornetto, Ben Jerry's, effectivement, donc les meilleures marques de glace, pour en faire un pur player des glaces. Là, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le domaine de la stratégie d'entreprise et sur ce qu'on peut attendre d'une dynamique de croissance. Ça me rappelle l'industrie automobile, et là aussi les questions de marque. La 500, c'est une marque chez Fiat, c'est une marque dans la marque. Pareil pour la Panda d'ailleurs. Le reste de la gamme, on ne le connaît pas. Donc, est-ce qu'il n'est pas judicieux et intéressant pour un groupe diversifié, même quand ça calanche un petit peu, parce qu'on sait que les glaces, c'est pas un peu une chasse à la malbouffe, mais là, de faire briller une marque, un pôle,
et de pouvoir en dégager des dynamiques je de ne croissance. suis pas de votre avis. Vous n'êtes pas... Ouais, d'accord. Parce que Unilever est quand même le plus grand groupe de produits de grande consommation. C'est quand même le groupe qui a des marques comme Dove, et des marques de make-up, je ne les ai pas toutes en tête, mais en tout cas des marques qui sont très fortes. Donc moi, je ne le vois pas trop comme une question de visibilisation des marques. Je vois plutôt question de séparation des secteurs et des domaines, notamment parce que quasiment tout le reste est dans, comme vous dites, cosmétiques, lessive, produits de douche. Donc on est vraiment sur l'hygiène, la beauté, le secteur de la maison, etc. Et là, on est dans un produit de consommation alimentaire. Donc en fait, c'est des métiers complètement différents. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est cet aspect grande consommation. Et je crois que chez Unilever, il y a aussi une volonté de clarifier les activités du groupe historique qui s'était construit comme ça et qui avait vu une opportunité en rachetant les glaces Ben & Jerry's et Magnum à un moment et qui, là, essaye de se spécifier. Et pour moi, ça ressemble plus à des stratégies. Il y a aussi une stratégie de prix. C'est-à-dire que l'action coûte un peu cher. En séparant, on permet aux gens d'investir dans une partie ou dans l'autre et donc de baisser le prix de l'action. Et pour moi, ça rejoint plus des stratégies comme celle de Vivendi qui avait essayé de séparer Canal+ du reste du groupe. Voilà, donc plutôt une question de, en fait, on peut faire son marché à l'intérieur des actions ou des secteurs portés par l'entreprise. Et il se trouve que les marchés ont adoré puisque l'action de The Magnum Ice Cream Company a bondi et celle d'Unilever a quand même un peu augmenté le jour de l'entrée en bourse de l'autre partie du groupe. Bon, mais à suivre en tout cas cette idée, mais c'est vrai que le problème de la gestion des marques, surtout quand des marques deviennent très très fortes dans des groupes diversifiés, c'est vrai que c'est un peu un casse-tête. Bon, ils essaient de le résoudre comme ça. Sans aucune transition, Olivier Lévy, on va passer des glaces aux avions de chasse. En gros, on va parler du secteur de la défense. Il y a quelque chose de très intéressant. C'est vrai qu'on voit le processus de paix qui patine complètement vis-à-vis de l'Ukraine. En même temps, ces 2 derniers jours, des ballons d'observation ou bizarres, mystérieux qui passent la frontière lituanienne, qui semblent venir de Biélorussie. On a alors un point chaud qui commence à se tendre, mais de manière très, très, très sensible, et on n'en parle peut-être pas assez, du côté de la Corée du Sud, avec Russie et Chine qui commencent à jouer les gros bras en envoyant des avions près des zones de défense. Et on sent que ça pourrait s'accélérer du côté des investissements européens en matière de défense. Est-ce que vous pensez qu'on tient là, justement, au milieu d'une actualité un peu fluctuante, un point pivot pour essayer de regarder les perspectives du secteur de la défense en cette fin d'année ? Non, je crois qu'on n'est pas sur un point pivot, je crois qu'on est sur un temps long, un temps qui va durer malheureusement, car la guerre, ça fait plaisir qu'aux vendeurs d'armes, malheureusement, et d'autres armes, je dirais. Il faut là aussi se dire que les lois de programmation militaire qui ont été mises en place vont durer des décennies. Les plans de relance sont massifs pour réarmer beaucoup de pays qui ne l'étaient plus. Donc, il y a toujours des points chauds, vous l'avez dit, en mer de Chine, entre l'Inde, le Pakistan, évidemment en Europe, entre l'Ukraine, la Russie, etc. Donc, on est sur une vraie méga tendance qui était, depuis l'Ukraine, est à nouveau dans le feu des projecteurs. Et donc, les valorisations sont en rapport justement avec les besoins qui vont être massifs pour réarmer tous ces pays. Ouais. Dernière actu chaude, d'ailleurs, ce matin, c'est la Turquie qui va faire fabriquer. On sait que c'est un pays vraiment novateur en matière de technologie de drones. La Turquie va produire au Pakistan, dans une usine pakistanaise. Les deux pays ont scellé une alliance à ce sujet. On va continuer à brosser un petit peu le portrait des secteurs d'activité les plus en pointe. Je voudrais qu'on parle d'OVH, Léa Lejeune. Je crois que j'ai jamais vu un groupe aussi maudit que ça. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a eu un incendie malheureux sur mais qui a marqué les esprits quand même. Qui a marqué les esprits. Le groupe est au milieu, mais vraiment d'une demande archi forte en matière de données, en matière de développement et de déploiement de l'IA, etc. Et en bourse, c'est une catastrophe. Comment ça se fait ? Qu'est-ce que c'est que cette malédiction OVH ? Je crois que vous le résumez bien. Il y a quelque chose comme... il y a eu plein de petits événements et de micro-événements et on sait que ça fait quand même bouger le cours de bourse alors que finalement, ça ne change pas la stratégie de fond. Et je crois que c'est un peu ça qui se passe. Donc là, l'entreprise a du mal à se rénover, à se démarquer face à des gros comme Amazon, comme Oracle, comme Microsoft. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Très
très classique dans la tech. On rappelle le fondateur, donc Octave Klaba pour OVH. Ils nous font une Steve Jobs. Voilà, une Steve Jobs, une Jack Dorsey de Twitter à l'époque était rappelé, revenu et tout. Et encore une fois, les marchés s'emballent et tout. Je pense que c'est vraiment focus sur un tout petit élément de la lorgnette et de l'histoire. Le fondateur, on sait que c'est un signal fort pour les marchés, mais en réalité, ça change moins de choses. Ce qui est important, c'est les perspectives de développement. Et dans le secteur, elles sont monstrueuses. J'ai regardé une étude du cabinet Galilée AM qui prévoyait une hausse de 11% du chiffre d'affaires dans le secteur du cloud, plus 24% de bénéfices par an cette année, notamment renforcés par l'IA et par des secteurs qui, en plus de consommer de la data et du stockage, sont aussi rentables et demandent en plus de la sécurité, de la sécurisation des données. Donc honnêtement, je pense qu'OVH a encore de beaux jours devant lui et que c'est vraiment un épiphénomène, une réaction de la bourse. Et puis je rajoute quand même un truc, on a besoin d'une souveraineté des données, on a besoin de ne pas avoir tous les data centers qui appartiennent à des groupes américains. Donc je vous avoue que moi j'ai plutôt tendance à vouloir soutenir une entreprise comme ça. Je dois dire que j'ai vu un titre de presse qui m'avait éclaté de rire il y a quelques semaines, c'était l'Allemagne va construire son cloud souverain avec Amazon. Je crois que là, tout est dit. Bon, bref. On est un peu dans les contradictions, oui. C'est ça. Olivier Lévy, face à ce marché qui a ses favoris et qui a ses têtes de Turc, on sent une vraie polarisation. Et est-ce que ce n'est pas un des facteurs dominants des arbitrages en cette fin d'année ? Ah oui, vous l'avez parfaitement résumé. Je crois que tout l'argent aujourd'hui est concentré dans quelques mains, notamment dans la technologie qui a eu un parcours extraordinaire encore cette année. Donc il serait bon effectivement décréter là aussi prendre une partie de ses bénéfices, puisque il y a un certain nombre d'industries qui, quand bien même sont porteuses, génèrent des free cash flow et restent là aussi sur des tendances de très long terme, qui n'en profitent pas et qui devrait être à nouveau peut-être réinvesti dès le début de l'année prochaine. Je pense à la santé, je pense à un certain nombre de secteurs stratégiques comme le transport, la distribution, qui d'après moi va revenir très fort. Parce que là aussi, on va devoir, il va y avoir un jeu de basculement entre les valorisations. Je répète, tout est trop concentré aujourd'hui dans quelques mains, notamment la tech US. Ouais, ce sera une affaire de temps long, exactement comme OVH, comme tout un tas d'autres secteurs. Merci Olivier Lévy de Lévy Capital Partners. Léa Lejeune, juste un truc, je voudrais qu'on en parle parce qu'on va en reparler en cours d'émission. C'est la fin de l'année. Méfie aux vendeurs de défiscalisation qui vont vous proposer tout un tas de trucs, de dispositifs compliqués pour payer moins d'impôts. On l'aurait dit. On ne choisit pas un investissement en fonction de la fiscalité. C'est le cadeau bonus. Il faut se concentrer sur son investissement stratégiquement en tant que tel. Maintenant, il y a une défisque honorable et vertueuse. C'est le don. Et c'est la période rêvée pour pouvoir en parler. Tout à fait. Et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est parce qu'un certain nombre d'associations sociales qui viennent en aide à soit des victimes, soit des profils de solidarité en gros déficit, sont en fait le parent pauvre du budget de l'an dernier et probablement de ce budget-là. Voilà. Oui, c'est qu'en fait, il y a eu une grosse baisse de l'argent qui était alloué à l'associatif. Et on sait que ces dernières années, un certain nombre de fonctions sociales de l'État ont été déléguées à l'associatif. Donc, il faut le financer, cet associatif. Et par exemple, un groupement d'associations féministes autour de la Fondation des femmes, on fait vraiment un appel aux dons. Alors, il faut savoir que oui, quand on fait un don à des associations d'intérêt général, on peut avoir droit à une défiscalisation de 66% de l'argent qui a été donné à cette association. Et c'est vraiment le moment, il faut que ce soit avant le 31 décembre. Quand c'est des associations d'aide aux victimes, par exemple, de violences sexistes et sexuelles, mais aussi de populations très fragilisées, comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge, on peut là monter à 77% de défiscalisation. Et donc là, voilà, si on veut faire quelque chose avec cette défiscalisation, aider et puis compenser un peu ces choix que fait l'État en ce moment, en période de grande disette, c'est le moment de donner dans les associations et de faire un geste solidaire. Et je pense que
que c'est important qu'on le rappelle aussi ici. Et on en reparlera dans quelques minutes avec maître Thomas David, justement les possibilités de dons et les erreurs à ne pas faire non plus, parce que c'est pas si aisé que ça de donner son argent, même si évidemment énormément de monde en a besoin. Merci infiniment Léa Lejeune de Plan Cash. Merci d'avoir été avec nous.